Allons-y. Point santé alors. Ouais, Point santé, comme vous avez vu sur les réseaux sociaux, Georges Mikotadze est malade. Ensuite, on a des joueurs qui sont sur une semaine aménagée par rapport à de la récupération, et notamment Nemanja Matic et Nicolas Tagliafico. Et ce matin, nous avions absent en séance Enzo Molébé, mais ce n'est pas pour des raisons sanitaires, ce sont des raisons personnelles. Il sera là demain. Pour tous ces joueurs, c'est quoi? Ils sont incertains du coup pour... Non, seulement Douye Keletachar est suspendu pour ce match. Nicolas Tagliafico ne participera pas au match, je vous le dis d'ores et déjà. Mais sinon, les 22 autres joueurs de champ sont alignables. C'est quoi le choix? Tu confirmes aussi la titularisation de Rémi Descamps? Je confirme la titularisation de Rémi Descamps, ce qui justifie sa présence aussi à la conférence de presse d'après. C'est pour ça que je passe avant d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'il y avait dès le départ, c'était décidé ou est-ce que ça a été... C'était décidé dès le départ au vu du calendrier et ça nous a aussi encouragé, même si c'était avant le derby et pour préserver Lucas, de le faire jouer à la fois à Chambéry avec la N3 et ensuite à Offenheim. C'est quoi l'idée de cette rotation entre la Ligue 1 et la Coupe de France? C'est pas forcément fréquent. Qu'est-ce qui induit ce choix? L'idée, c'est de donner quand même des perspectives à tout le monde, de manière à pallier à toute éventualité. Si demain on est amené à devoir remplacer notre gardien de but titulaire, il faut que celui qui le remplace soit prêt à jouer. On a eu un exemple encore hier soir dans un match, donc ça arrive. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui la gestion des gardiens de but, le nombre de matchs nous amène à anticiper ce genre de scénario. Est-ce que ça va être comme l'année dernière, match par match, ou c'est sûr qu'il fera toute la Coupe de France? Ce sera comme l'année dernière, match par match. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? L'année dernière, vous avez eu 2 matchs justement contre des adversaires inférieurs. Là, c'est National 2, une équipe qui ne tourne pas trop en championnat, mais qui a déjà un peu l'habitude de la Coupe quand même. Pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est respecter la compétition dans laquelle on s'engage et dans laquelle on a presque brillé l'an dernier. Donc on a l'ambition cette année de faire plus qu'un beau parcours. On doit appréhender cette compétition comme si nous allions la gagner. Et donc, vu que c'est une compétition à élimination directe, il est absolument nécessaire de passer ce tour-là. Et la deuxième chose, on a un devoir en tant que club d'un niveau supérieur de battre une équipe d'un niveau inférieur. Et je pense que c'est respecter à la fois le football, les gens qui vont venir au stade, et faire en sorte que la Coupe de France ait aussi ce côté festif qui donne de l'ouverture et du partage entre tous les clubs français. Du coup, il faut un petit peu remotiver un peu tout le monde, ou certains esprits sont peut-être déjà en vacances, ou comment tu juges un peu la semaine? Alors je ne brûlerai pas les valises si j'en vois ici. Par contre, voilà, les joueurs sont avertis qu'on veut bien figurer dans nos 3 compétitions. Et je suis à la fois vigilant sur ce qui se passe en amont, je serai vigilant sur ce qui se passe sur le match, et ça aura des conséquences sur ce qui se passera ensuite. Est-ce que c'est pas dommage de commencer aussitôt la Coupe de France? Habituellement, c'est plutôt en janvier pour les clubs de Ligue 1. Oui, ça inverse avec le match qu'on va jouer le 4 janvier contre Montpellier. Pour moi, c'est toujours plus facile, je pense, de recommencer par la Coupe de France et de finir par le championnat. On va découvrir cette nouvelle formule, mais dans tous les cas, il faudra gagner ces 2 matchs, donc peu importe l'ordre dans lequel ils arrivent. Ça ne change pas, il y a une forme de tradition qui était ce premier match de janvier, ça change un peu la philosophie ou c'est neutre? Ça avait déjà été le cas avec la Coupe Gambardella depuis quelques années. Ça nous avait au départ perturbé, puis aujourd'hui c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et maintenant ça vient sur la Coupe de France, donc bon, c'est comme tout, c'est nouveau, donc on en parle, et dans 2 ans on n'en parlera plus. La Coupe de France, vous avez porté un peu l'année dernière au moment de vous rétablir. Vous pensez pouvoir la jouer de la même manière cette année? Oui, on a cette volonté-là. De la jouer très sérieusement pour être en phase avec l'idée de la gagner, et aussi en phase avec l'idée de gérer notre effectif, même si, comme vous le savez, celui-ci risque de diminuer avec la trêve.
Mais dans tous les cas, on s'inscrira positivement dans nos 3 compétitions. Ça veut dire quoi au niveau de la motivation? Tu les motives comme un gros match, comme un match de Ligue 1, ça change les choses? Je les motive en leur promettant que je me souviendrai de ce qui se passe sur le terrain pour le match de Montpellier. Donc, il faut être au top. Voilà. C'est une motivation ou une menace? J'espère que ce ne sera pas un fait, en tout cas. Ou en tout cas, un fait positif. Du coup, tu as un œil un peu plus précis sur les attitudes, c'est ça ce que tu dis? Comme toujours, de toute manière, je pense quand on a un groupe aussi étoffé que le nôtre, on se doit de respecter le principe de mérite. Et quand beaucoup méritent, ça se joue souvent sur des détails. Et des fois, les détails montrent un peu de relâchement ou à l'inverse, une grande motivation. J'essaie d'être vigilant sur ces aspects-là. Maintenant, ça ne se joue pas qu'à ça. Bien sûr, il faut que ce soit mêlé au talent et aux besoins de l'équipe et aussi aux opportunités que nous offre l'adversaire. Donc c'est un certain nombre de critères qu'on met en interaction. Mais dans tous les cas, dans ce genre de match, il est essentiel qu'on ait une attitude professionnelle et qu'on soit des dignes représentants de notre club. Est-ce que ce genre de rendez-vous, c'est l'occasion quand même de relancer certains joueurs qui ont un petit peu disparu de la circulation? Je pense par exemple à Maxence ou à quelques autres. C'est à la fois une occasion, mais c'est une occasion des fois qui n'est pas assumée de mon côté. Il n'y a pas de devoir de le faire, mais il y a l'opportunité de le faire. Maintenant, encore une fois, si l'attitude est bonne et que ça peut aider le joueur à... Vous prenez l'exemple de Maxence à redevenir celui qu'il était sur le dernier semestre de la saison dernière, peut-être qu'effectivement on va le traiter comme ça. Alors avec ce match et aussi le pré-mercato qui s'approche, quelles sont vos attentes à vous pour ce mercato un peu plus précisément? Est-ce que c'est toujours de faire fondre un tout petit peu l'effectif ou est-ce que d'être renforcé dans certains secteurs? Je vais déjà donner ma position sur ce match par rapport au mercato. Parce qu'en fait, pour moi, ce match est le début d'une compétition qu'on va disputer sûrement ensuite si on se qualifie. Donc il est absolument nécessaire que les joueurs qui jouent ce match soient mobilisés sur le projet de notre deuxième partie de saison. Et donc un joueur qui peut être en discussion de départ n'aura pas forcément le même temps de jeu qu'un joueur qui sera là certainement. Et ensuite pour l'après-mercato, pour ensuite anticiper le mercato, l'idée ça va être de le vivre au rythme auquel on nous l'imposera et dans tous les cas avec l'idée qu'effectivement aujourd'hui on a 24 joueurs de champ disponibles, qu'on peut en aligner 18 sur une feuille de Ligue 1. Donc tous les week-ends on a 6 choix à faire sur les joueurs de champ et donc ça va forcément amener un peu moins de choix à faire et c'est là où il va falloir que je sois très vigilant parce que déjà le fait d'être dans le groupe pouvait être pris comme une récompense pour certains. Et maintenant, cette récompense ne sera peut-être plus une option. Donc, il va falloir que la titularisation devienne un grade suprême. Sur les joueurs qui doivent quitter le club, vous avez, j'imagine, eu votre mot à dire. Enfin, c'est assez clair dans votre tête ou ce sera en fonction aussi des opportunités? Pour moi, il y a 2 aspects qui guident ce genre de choses. Il y a un aspect économique et ensuite un aspect d'équilibre de l'effectif. Parce que vous savez comme moi que les joueurs les plus valorisés sont souvent les joueurs offensifs. Ils pourraient résoudre le problème assez rapidement, mais dans tous les cas, on veut maintenir notre ambition, donc il faut gérer ça de manière un peu plus stratégique. Comment ça va se faire là? Ça va être des discussions entre le technicien que tu es, voilà, l'étage du dessus au niveau financier? C'est exactement ça. C'est exactement ça, avec la nécessité d'être actif sur ce mercato et la nécessité d'être cohérent dans ce qu'on entreprend pour maintenir l'ambition dans les 3 compétitions comme on l'affiche. Est-ce que tu as des assurances que le sportif va l'emporter sur l'aspect financier? J'ai des assurances qu'on gère tout ça en bon père de famille et que l'institution est importante. Et vu que l'institution est importante, la compétitivité de l'équipe est importante, puisque l'équilibre économique tient aussi à ça. Peut-être que vous l'avez vu, mais Thiago Almada a annoncé qu'il arriverait le 5 janvier à Lyon. Est-ce que vous pouvez réagir sur cette annonce? C'est assez surprenant qu'un joueur s'engage sur ce genre de position. Maintenant, j'imagine qu'il émettait un souhait, mais de toute manière, ça n'a pas valeur d'information officielle.
Il n'y a que les clubs qui peuvent donner des informations officielles sur ces aspects. Et j'attends du coup des informations, voir s'ils s'officialisent ou pas. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter techniquement? S'il venait, s'il nous rejoignait. Ouais. Pas mal. Du coup, effectivement, c'est un joueur qui a des qualités qui se rapprochent un peu de Ryan Cherki, de Saïd Benrahma. Donc, ça nous apporterait toujours une touche encore un peu plus technique dans ce qu'on fait, avec dans la maîtrise, dans l'idée d'avoir le ballon et d'impacter nos adversaires. Donc, on le considérerait comme une bonne nouvelle. C'est pas le seul joueur de Botafogo dont on parle. Le nom de Luis Enrique aussi circule. Adrielson aussi pourrait revenir. Pour l'histoire de dégraisser, ça ferait... Oui, après, vous savez, le mercato dernier, on voulait dégraisser et je crois qu'on avait fait -7 plus 6. Donc on avait fait -1 au final. Donc on avait dégraissé. Donc on verra à quelle hauteur on est capable de dégraisser. Mais voilà, il y a des obligations aussi par rapport à la nationalité des joueurs. Donc il y a plusieurs critères qui vont rentrer en compte dans les réflexions. Thiago Almada, c'est un joueur qui se situe plutôt un milieu de terrain, même s'il est très offensif. C'est un secteur qui a souffert face à Paris, comme ça arrive régulièrement quand le rythme s'élève. J'imagine que ça aussi, ça entre en compte dans votre réflexion pour le prochain mercato. En fait, le mercato, il est tellement conditionné par la décision de la DNCG qu'on le traite pas comme un temps de développement, on le traite comme un temps d'équilibre plutôt. Donc effectivement, si les points que vous évoquez, dans lesquels on souffre, on ne peut pas les combler par l'arrivée de joueurs extérieurs qui ont justement des caractéristiques un petit peu différentes, il va falloir qu'on soit très bon dans la manière d'équilibrer notre effectif. Comment tu vas traverser un peu cette période du mois de janvier avec ces allées et venues potentielles, les rumeurs, les infos, comment... Au rythme de ce qui se passera et avec l'idée qu'on soufflera le 1er février, comme on a vécu celui de cet été. Parce que de toute manière, il se passe souvent des choses à la fin, on l'a vécu l'an dernier, et ces choses-là permettent soit de redynamiser l'équipe, soit à l'inverse de la diminuer de temps en temps. Et dans tous les cas, on sait quel joueur on aura pour les disputer la fin de saison, et cette vérité-là prendra le dessus. Par rapport au mercato de l'année dernière, d'hiver, regarde, tu avais dit que tu ne pesais pas trop dans les décisions, parce que tu étais encore un peu intérimaire, on va dire. Mais est-ce que là, il y a une différence en moi? Est-ce qu'on te consulte beaucoup plus? Sur les sorties, oui. Parce que je me dois être le garde-fou de l'équilibre de notre effectif. Mais je pense aussi, comme je vous l'ai dit, que notre direction et notre propriétaire ont tout à fait conscience de la nécessité que l'équipe reste compétitive pour bien figurer notamment dans le championnat et dans l'Europa League. Donc ils ont cette volonté qu'on s'affiche très très positivement dans ces deux compétitions-là. Donc pour ça, on a besoin de ressources, et les ressources, ce sont des bons joueurs. Pierre, juste pour revenir sur le match de samedi, c'est bien, je sais que le mercato, ça fait parler, mais par rapport à la rotation dont tu parlais, quelle est ta position sur ça? On sait que contre Toulouse ou Offenheim, où il y a eu beaucoup de turnover, ça n'avait pas forcément été concluant. Là, est-ce qu'avec l'enchaînement de la dynamique positive, ça peut un peu plus fonctionner, d'avoir plus de changements? Ça pourrait effectivement contribuer. Le fait que la dynamique soit positive peut contribuer au fait que rentrer dans l'équipe en nombre soit plus simple aussi. Il n'y a pas une nécessité de préserver un lendemain ou d'agir en fonction d'une veille ou d'une avant-veille. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma. C'est juste un match face à un adversaire d'un niveau inférieur contre lequel on a l'absolue obligation de gagner. Donc on ne pensait pas qu'on monte là-bas en tongs, et comme je l'ai dit, sous la forme de la boutade, en plus c'est pas vraiment la période pour porter des tongs. Pour revenir à Rémi Descamps, le fait qu'il ait beaucoup joué en Coupe de France et bien joué en équipe de France avec Nantes, qu'il ait même très bien réussi dans cette épreuve, ça a compté dans votre décision ou pas du tout? C'était vraiment pas du tout. C'est son statut de deuxième gardien de but et son statut de joueur compétitif dans ce qui nous renvoie
dans les semaines et dans ce qu'il a pu faire sur 99% de son match à Offenheim. Pierre, je voudrais poser une question un petit peu annexe sur les fêtes de fin d'année. On sait que certains joueurs ont des difficultés à garder la forme, on va dire. Est-ce que toi, voilà, d'une manière globale ou particulière, il y a des consignes qui vont être données pour ne pas faire trop d'abus et rester fit? Ça m'arrange que la question soit posée au niveau des joueurs. Et d'ailleurs, notre nutritionniste envoie des objectifs de poids aux joueurs et je suis bien content qu'elle nous ait préservé de ça. Non, ils ont, comme je vous l'ai dit toujours, le joueur, il doit avoir conscience de ce qu'il fait, il est responsable de ce qu'il fait et il est aussi responsable des conséquences auxquelles il est confronté. Donc pour moi, ils ont besoin de vivre les choses en famille, mais ils ont besoin aussi de prendre soin de leur fonds de commerce. Et leur fonds de commerce, c'est souvent leur corps, mais aussi leur tête. Et donc l'un et l'autre doivent être préservés d'une certaine manière. Et charge à chacun de gérer ça. De toute façon, ils seront contrôlés. Et je ne dirais pas que ça aura des effets à partir du moment où le niveau de joueur reste élevé, mais dans tous les cas, pour moi, c'est du bon sens. Ce n'est que du bon sens. Donc qu'ils se fassent plaisir, c'est une chose, mais les 2 jours d'après, il va falloir qu'ils fassent attention. Juste par rapport au fait qu'on joue contre une N2, l'année dernière, il y avait eu 2 matchs contre Pontarlier et Bergerac, N2 et N3, de mémoire. Est-ce que ça peut servir avant de jouer Figny-Aulnois ou pas du tout? Sur le fait qu'on ait déjà affronté des équipes de ce niveau-là, pour moi, ça s'était fait vraiment dans des conditions complètement différentes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas assez de joueurs pour remplir nos feuilles de match. On avait aussi utilisé le match contre Pontarlier pour remercier Rémi Rioux. Donc, on avait eu un match très compliqué à Bergerac, dans lequel Adrielson peut se faire expulser au bout de 2 minutes de jeu. On se fait égaliser juste à la mi-temps. On marque à 5 minutes de la fin. Ils sont à 2 doigts d'égaliser. Mais malgré tout, on a fait un parcours ensuite extraordinaire. Donc, pour moi, on a juste le devoir de passer, en fait. Et d'être aujourd'hui dans une autre logique, c'est de bien jouer nos matchs. Les conditions de jeu vont être meilleures que dans les 2 terrains sur lesquels on avait pu disputer ces matchs-là. Donc, en fait, il n'y aura pas d'excuses. Il y a juste la nécessité de faire les choses. Okay. Est-ce que pour les joueurs qui ne seront pas concernés par ce déplacement, est-ce que tu leur accordes un jour de plus en plus ou pas? Oui, et du coup, ce sera officiel pour eux aussi. Ils auront un jour de plus. Ouais. Vous êtes déçus? Non, pas du tout. Ah bon. Fin de la question? Ouais, oh. Ok. Tu ne vas pas nous donner le groupe maintenant, parce que non. Demain. Est-ce que Nicolas a eu juste, comme il ne jouera pas, tu nous l'as annoncé, est-ce qu'il est déjà parti, est-ce qu'il a plus de latitude un peu? Oui. L'attitude en un seul mot. Merci. Ouais, mais je vais faire un peu. Merci. Voilà, merci. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup.